Buonasera, buonasera ai membri e amici dell'Istituto Svizzero di Roma et buonasera ai membri della Dante Alighieri Valese. Je suis Patrick Michel, le président de AMA-ISR, l'association des membres et des amis de l'Institut Suisse de Rome. Et je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour la conférence qui va suivre. Notre association AMA-ISR a été créée à l'occasion du 60e anniversaire de l'Institut Suisse de Rome, c'était en 2008. Cette association compte aujourd'hui un peu plus de 150 membres. Les buts poursuivis par notre association sont de mieux faire connaître l'Institut Suisse de Rome en Suisse, en soutenant notamment les projets de ses membres et de ses amis à travers un fonds. Nous espérons aussi pouvoir encourager les contacts entre les membres et les amis en organisant annuellement des rencontres, des visites privées et privilégiées, avec le souhait toujours de prolonger l'expérience romaine et le souci de pouvoir se retrouver entre personnes ayant fréquenté l'Institut suisse de Rome. Enfin, nous assurons une information régulière tant sur les activités que sur les carrières artistiques et scientifiques de celles et ceux qui ont eu la chance de séjourner comme membres à l'Institut suisse de Rome. Afin de mener cette mission à bien, nous avons décidé de nous associer à la Dante Alighieri Valese pour offrir à nos membres une conférence annuelle en commun. Chaque année, donc, vous aurez le plaisir de partager une conférence organisée conjointement par nos deux associations, une conférence qui mettra, bien entendu, la culture italienne, le patrimoine italien et les recherches en lien avec l'Italie en avant. Comme je l'ai dit, AMA-ISR vise aussi à informer régulièrement sur les activités de nos anciens membres. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Michel Fuchs. Michel Fuchs est professeur d'archéologie provinciale romaine à l'université de Lausanne. C'est un grand spécialiste des sites romains de Suisse, mais aussi et surtout de la peinture murale et des mosaïques romaines. Il a été membre de l'Institut suisse de Rome entre 1987 et 1988. Aujourd'hui, il est notamment responsable de la mission de l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité de Lausanne à Pompéi, où il travaille avec son équipe sur les peintures de la maison dite des peintres au travail. C'est donc de Pompéi qu'il va nous entretenir ce soir. En vous souhaitant à toutes et à tous une très agréable soirée en notre compagnie, j'espère vous retrouver nombreux lors des prochains événements que nous partagerons, avec notamment peut-être la possibilité de recevoir aussi des artistes, comme l'artiste Adrien Dussois, dont l'œuvre se trouve derrière moi. Mais en attendant, je laisse la parole à présent à mon collègue et ami, président de la Dante Alighieri Valese, que je remercie beaucoup pour cette riche collaboration. Wissam, je t'en prie, à toi la parole. Merci beaucoup, très cher Patrick. Comme toi, je me réjouis beaucoup de cette nouvelle collaboration entre l'AMA-ISR, votre association, et la nôtre, la Società Dante Alighieri du canton du Valais, qui se trouve précisément dans le canton du Valais en Suisse, au cœur des Alpes, que vous voyez derrière moi. Comme tu l'as fait pour l'AMA-ISR, peut-être deux mots à propos de la Società Dante Alighieri. Elle fait partie, la nôtre, ici en Valais, d'un réseau de plus de 400 Società Dante Alighieri dans le monde, dont le siège central est à Rome. Et toutes ont pour but de défendre, de promouvoir la langue et ce riche patrimoine culturel italien. C'est de ce patrimoine qu'il s'agit ce soir, puisque on parlera de Pompéi, et je me réjouis beaucoup d'écouter le professeur Michel Fuchs, à qui je cède tout de suite la parole. Chers auditeurs, madame, monsieur, bonsoir, bonjour. C'est à une conférence particulière que vous êtes invités sous forme de PowerPoint avec enregistrement audio que je vais tenter de vous présenter dans une version la plus proche possible d'un direct. C'est une conférence qui vous est proposée sous l'égide de la Société Dante Alighieri du canton du Valais
et de l'association des membres et amis de l'Institut suisse de Rome, AMA-ISR, Institut suisse de Rome, où j'ai eu la chance et le plaisir de loger et de travailler pour mes recherches en archéologie, et plus particulièrement sur les peintures murales. Et c'est précisément sur le sujet de la recherche suisse à Pompéi et les travaux menés autour des peintures de la Maison des peintres au travail que vous êtes invités à suivre ce discours. Cette Maison des peintres au travail, une des maisons pompéiennes fouillées récemment dans les années 80 et 90. Mais avant d'aborder le sujet plus spécifiquement, laissez-moi vous donner quelques précisions sur Pompéi, son histoire, les circonstances de sa destruction, puis de sa redécouverte, l'importance de ses vestiges, comment une équipe finalement, une équipe suisse, en est arrivée à travailler sur un ensemble de ces peintures murales qui ont fait la célébrité de la ville antique. Pompéi, située à proximité du golfe de Naples, l'antique Néapolis, ville restée grecque pendant très longtemps, au pied du Vésuve, ce volcan qui culmine aujourd'hui à près de 1300 mètres, à l'origine, il faut bien le souligner, de la fertilité de la région alentour, qui porte le nom de Campanie, de la plaine par excellence. Ce Vésuve marque le paysage de telle manière qu'il est le repère incontournable de quiconque va visiter Pompéi, désignant le nord, pour le cas où vous vous perdriez dans les rues de la ville antique dégagée. Montagne riante, certes, mais aussi menaçante, puisque c'est à elle que l'on doit la conservation non seulement de la ville de Pompéi, mais aussi de la ville d'Herculanum et d'une série de villets de ces domaines antiques à Oplontis, Torre Annunziata, à Stabi, au sud de la vallée du Sarno, le fleuve qui borde Pompéi, et encore, plus proche du Vésuve, les villets de Bosco Trecase et de Bosco Reale. Pompéi doit sa notoriété à un événement catastrophique qui a fait couler beaucoup d'encre dès l'Antiquité, l'éruption du Vésuve, un soir de 79 après Jésus-Christ. C'est à Pline le Jeune que l'on doit tout d'abord une description, jeune homme qui est en séjour à ce moment-là chez son oncle, Pline l'Ancien, à Misène, là où est stationnée la flotte militaire dont Pline l'Ancien est l'amiral. Pline le Jeune nous donne une description attentive de l'éruption, mais nous dit aussi que son oncle va rejoindre à l'aide d'une trirème des amis qui l'ont contacté, autant pour les secourir que pour observer le phénomène. Malheureusement pour lui, il va mourir sur la plage de Stabi lors de l'éruption. Lui qui est un grand encyclopédiste à qui l'on doit une histoire naturelle extrêmement précieuse pour la connaissance des sciences de l'époque antique au 1er siècle après Jésus-Christ. La date précise de l'événement a été remise en cause tout récemment grâce à la découverte d'un graffito dans les fouilles menées par l'actuel directeur du parc archéologique de Pompéi, qui est le professeur Massimo Ossana. Ce graffito mentionne le jour du 17 octobre, et c'est une date qui remet en cause fortement la date du 24 août 79, retenue à partir de la version la plus répandue, transmise par les manuscrits de la lettre de Pline le Jeune. Elle avait déjà été remise en doute par une découverte d'une monnaie de Titus datée de septembre 79 après Jésus-Christ, de même aussi par l'observation de vêtements portés par les personnes retrouvées sous les cendres et la pierre ponce, et de même aussi par les fruits qui ont été conservés dans ces cendres et sous ces cendres et cette pierre ponce. C'est aujourd'hui la date du 24 octobre 79 qui est largement retenue autoritaire. Le Vésuve va, au soir du 24 octobre 79,
subir une première explosion, une éruption de cendres qui va se développer vers 11 heures, minuit le premier soir. Vers minuit, c'est une colonne de gaz et de pierre ponce qui s'élève au-dessus du Vésuve jusqu'à une hauteur de 15 à 30 kilomètres et qui va s'étendre, comme le dit Pline le Jeune, qui donne le nom véritablement à une forme d'éruption qui aujourd'hui encore est désignée de cette manière, une colonne en forme de pin parasol. Au matin, et pendant la matinée qui suit, de minuit à 6 heures du matin, ces éjections de pierres ponces, de rochers vont tomber tout autour, vont atteindre petit à petit Pompéi, Oplontis, Stabié, et c'est une couche de pierre ponce d'une quinzaine de centimètres qui va petit à petit, une quinzaine de centimètres toutes les heures, qui va petit à petit s'élever dans la région alentour, en 6 vagues successives, la sixième vague étant la plus forte qui va intervenir autour de 7h30, 8 heures du matin, vague forte et extrêmement chaude de 100 à 400 degrés qui va provoquer la mort de plusieurs des personnes qui sont restées sur les différents sites qui vont être touchés. Herculanum, elle, va être complètement recouverte de cendres et de pierres ponces, et Pompéi le sera dans cette deuxième journée, autrement dit le 25 octobre 79. Les secousses vont continuer, et c'est en plusieurs semaines, certainement, avant de recouvrir l'ensemble de la région au sud du Vésuve. Titus, l'empereur Titus, va venir en aide à ceux qui ont pu fuir la région, créant en particulier un quartier qu'on va appeler le quartier des gens d'Herculanum, au sud de Naples, qui a été épargné. Mais Pline le Jeune nous dit très clairement qu'en fait, il faisait une véritable nuit, qu'il y avait des nuées encore jusqu'à Misène, qui étaient bien visibles, ressenties, et qui a provoqué la panique dans la région. La ville va perdre jusqu'à son nom avec le temps. Pas nécessairement dans l'Antiquité romaine, sous l'Empire, où l'on connaît encore le nom de Pompéi, mais dès la fin du Haut-Empire, et au Moyen-Âge en particulier, la ville va s'appeler uniquement Civita, la cité. Et il faut attendre le XVIIIe siècle et l'intervention suite à la découverte d'Herculanum en 1738 du roi de Naples, Charles III de Bourbon, qui, pour que la région se fasse connaître grâce aux découvertes des villes d'Herculanum, de Pompéi, des villes et alentours. En 1748, les fouilles sont lancées à Pompéi même, et une interruption va suivre, le Charles III de Bourbon privilégiant la ville d'Herculanum, jusqu'à la découverte au nord de la ville antique d'une villa très importante qui est en cours de fouille actuellement par une équipe internationale sous la direction d'Hélène de Salles, une collègue de l'École normale supérieure du laboratoire d'archéologie basé à Paris, Hélène de Salles, qui montre grand nombre d'utilisation d'un grand nombre de documents faits à l'époque pour comprendre cette villa fouillée entre 1771 et 1775, tout d'abord, puis plus récemment, dans les années 2010-2013, par cette équipe. Une des découvertes qui vont suivre ensuite de telle manière qu'elles vont permettre de connaître le plan même de Pompéi. Connaissance du plan d'un côté, mais aussi découverte pour nombre des fouilleurs, sans donner tout le détail de ces découvertes, d'une richesse
de peinture, d'ornementation, avec en particulier cette connaissance faite du temple d'Isis, du sanctuaire d'Isis, à proximité du centre antique de la ville, qui va être à l'origine, juste après la découverte de la villa de Diomède, de peinture, dont celle de la peinture de la salle à manger du Palais d'Hiver à Saint-Pétersbourg que vous avez sous les yeux. Toute une tradition des peintures pompéiennes qui va couvrir les grandes salles, les palais de l'aristocratie de l'époque. Un mouvement général tel que, bien sûr, c'est aussi Pompéi qui va être à l'origine même de l'archéologie. Et ça, on oublie malheureusement trop souvent. C'est à Pompéi que l'archéologie va mettre au point des techniques qui vont être telles que la ville va être conservée. Une ville de 66 hectares, dont vous avez ici l'un des plans qui a été élevé en 1857, alors que l'on est en train de dégager toute la partie ouest de la ville et une partie de son secteur sud-ouest, sa partie de Forum, qui est cette grande place qui va occuper le promontoire sur lequel se développait auparavant la ville de Pompéi dès le 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Un rempart va entourer la ville, daté lui du 6e siècle. Plus tardivement, théâtre et amphithéâtre vont prendre place dans la partie sud. Une rue principale qui va nous intéresser tout particulièrement, puisque c'est le long de cette rue que va se trouver la maison qui nous arrêtera plus longuement. Une rue principale est en train d'être dégagée est-ouest, le Decumanus Maximus, qui traverse la ville antique, qui se détermine par tout un réseau de rues. Les fouilles sont menées par différents grands personnages. Je ne vais pas insister sur tous les noms qui ont marqué la découverte de cette première ville archéologiquement fouillée. Il y a un nom qu'il faut retenir, précisément dans ces années 1860 à 1875, c'est le nom de Giuseppe Fiorelli, qui, numismate, va mettre au point une véritable technique archéologique dont on utilise encore la méthode aujourd'hui, de fouilles par le haut des maisons, là où se trouvent ces dames en train de porter des paniers dans lesquels étaient mis les remblais de terre dégagés, par le haut des maisons, en descendant petit à petit jusqu'au sol, couche par couche, faisant donc apparaître par stratigraphie, c'est le système que nous utilisons encore aujourd'hui en archéologie, les différentes maisons de Pompéi. Ces fouilles vont permettre aussi en particulier à un autre grand personnage, Auguste Mau, de mettre en évidence les décorations et la succession chronologique des décorations de Pompéi. Les fouilles sont telles qu'elles vont donc se succéder de manière intense, avec quelques parenthèses, dès 1748, première année où l'on fouille à Pompéi, jusqu'en 1798 tout d'abord. Une période très intéressante, vous en voyez les couleurs diverses, lorsque l'on dégage du côté ouest de la ville entre 1806 et 1815, le forum précisément et les maisons alentours jusqu'à ce que l'on a appelé la porte d'Herculanum au nord-ouest, donnant sur une zone funéraire qui avait été dégagée au préalable avec cette villa de Diomède. C'est l'époque des Français sur place, de Murat et de la reine Caroline. On va donner des noms en fonction des personnages qui vont se retrouver sur les fouilles, comme la maison de la reine Caroline précisément, avec de nombreuses découvertes, des dessins, une documentation riche, qui va reprendre en 1815 et 1860 d'une manière
intensive, c'est la zone en bleu foncé que vous avez ici, puis la période de Giuseppe Fiorelli entre 1860 et 1870, les fouilles menées aussi par un autre personnage dont il faut retenir le nom, qui est Vincenzo Spinazzola, qui, dans les années 1910 à 1920, va dégager une partie des éléments qui entourent les deux rues euh, parallèles qui mènent à de nouvelles portes sur le côté est de la ville, avant une période tout aussi importante, dirigée par Amedeo Maiuri jusqu'en 1961, puis les fouilles récentes, qui, elles, ne figurent pas encore ici, que vous pouvez en partie restituer sur le côté nord de la ville antique par Massimo Ossana. À côté des maisons qui vont faire vraiment la célébrité de Pompéi, qui vont permettre de découvrir la vie, le quotidien romain, ce face-à-face dont parlait Stendhal, qui a visité plus de, au moins 11 fois, disait-il, la ville de Pompéi pour être face à face avec les Romains. Ce sont les rues aussi qui marquent la connaissance de ce monde, avec dégagement de voies d'allées, de fontaines, de tuyaux de plomb qui amenaient l'eau à l'intérieur des maisons, qui donc vont caractériser ces aménagements de la ville antique. Ce sont en particulier les peintures qui vont marquer ces découvertes, avec, lors des fouilles de Vincenzo Spinazzola, le long de cette rue de l'Abondance, dont nous allons reparler tout à l'heure, plus précisément, de découvertes de peintures de façade, d'affiches électorales qui vont donner des indications précieuses sur la vie civile, politique de Pompéi, des peintures de façade qui nous montrent en particulier sur celle que vous avez sous les yeux, la patronne, la grande patronne de la ville de Pompéi, qui est la Vénus pompéienne, cette Vénus qui était la déesse honorée par Sylla, le dictateur des années 80 avant Jésus-Christ, qui va vaincre dans des différends avec Naples, la ville de Pompéi, lors des guerres civiles, et qui va y installer des colons de son armée, donnant à Pompéi même le nom de Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum, la colonie cornélienne vénusienne des Pompéiens. Sylla est un grand vainqueur en Afrique, va représenter cette Vénus conduite par des éléphants. Vénus qui figure au-dessus d'une affiche d'artisans locaux, des foulons dont on voit les activités développées sous la représentation de cette façade. De même, les dendrophores, ceux qui s'occupent de l'artisanat du bois, vont aussi honorer leur divinité et leur patron, leur grand représentant qui est Dédale, le célèbre Dédale de la mythologie, sous la forme de cortège dont vous avez un exemple ici, qui devait se développer dans cette rue de l'Abondance, qui apparaît en façade sur le document. Ces façades étaient occupées non seulement par des peintures que nous avons vues tout à l'heure, mais ouvraient aussi sur des thermopolias, sur des bars, si l'on peut dire, de l'époque, dont vous avez un exemple donnant toujours sur la rue de l'Abondance, dans ce quartier 8, Insula 8, selon une ordonnance de quartier qui a été mise au point par Giuseppe Fiorelli et qui a toujours cours aujourd'hui pour reconnaître les différentes portions de la ville antique. Dans ces maisons, ce sont à nouveau des peintures qui vont être apposées, qui vont célébrer par exemple les dieux l'art, les dieux de la maison sous la forme d'un petit temple tel que vous le voyez ici, qui vont aussi faire apparaître des éléments de stuc, comme celui que vous avez en bas à droite de l'image,
où l'on met en garde le passant par cette petite chapelle de l'existence d'une cuve liée au travail des foulons qui occupaient en particulier ce thermopolium, ce quartier donnant sur la rue de l'Abondance. La cuve elle-même se trouvait dans une rue parallèle et ainsi on éloignait le mauvais œil que pouvait générer l'utilisation de l'alun dans le produit artisanal du foulon. D'autres artisans, et c'est une des particularités de Pompéi que de nous montrer autant d'éléments liés à l'artisanat, au commerce d'une petite ville installée dans ce golfe de Naples, à proximité du golfe. D'autres artisans sont connus, comme les boulangers, qui étaient en nombre, qui travaillent avec des moulins proches d'une situation industrielle, moulins qui ont été tournés par des ânes, voire par des esclaves, avec un four à proximité, et dans une activité qui va permettre, par exemple, à l'un des boulangers de s'enrichir de telle manière qu'il va se représenter dans le bureau de sa maison comme un personnage portant toge grâce acquérant un statut particulier grâce à la vente de ses pains, telle qu'elle est représentée ici. L'activité politique est illustrée en particulier grâce au forum, au centre même de la ville antique, forum qui montre de manière tout à fait particulière une organisation que l'on va retrouver dans plusieurs villes romaines, avec une partie au sud, qui reçoit les bâtiments civiques, le lieu où se réunissent les autorités locales, les douumvirs, l'équivalent des syndics, ils sont deux à la tête de la ville, les édiles, ceux qui s'occupent de l'exécutif. Là où l'on va, des fouilles récemment menées sont en train de mieux comprendre le secteur, procéder au vote dans le coin tout droite en bas de la photographie que vous avez sous les yeux, là où l'on va aussi procéder au jugement et aux réunions sous toiture ample dans une basilique, qui est cet grand élément rectangulaire qui part sur le côté ouest du forum, lieu où vont se réunir différents temples, la vie religieuse, grâce à un temple d'Apollon, grâce au temple aussi consacré à Jupiter, devenu plus tard Capitole, au fond du forum, du côté nord, un temple aussi et une aire sacrée consacrée à Vénus, cette divinité devenue patronne de la colonie des Pompéiens sous Sylla. Comme je vous le disais tout à l'heure, le Vésuve reste un élément marquant pour se retrouver sur cette place du Forum, marquant le nord, avec au fond de la place le Capitole lui-même, et une organisation extrêmement riche qui permet en particulier à l'un des hauts personnages de la ville de proposer un portique dont vous avez les colonnes remontées sur la droite, un portique autour de cette large place, avec du côté ouest à gauche, une série d'aménagements au fond de l'espace liés à la vente de légumes, marchés, couverts, des arcs de triomphe qui vont prendre place au fond de cette aire du forum, et sur la droite, des aires qui se succèdent jusqu'à un macellum, un endroit de marché, avec aussi un grand bâtiment dû à une certaine Eumachie, une grande dame de la ville antique. Une autre grande dame qui a transformé son domaine à l'intérieur de la ville en une série d'appartements à louer, une certaine Julia Félix,
a fait figurer dans son bâtiment, ces prédia de Julia Félix, des scènes quotidiennes sur le forum, dont vous avez un exemple ici, scènes quotidiennes qui nous montrent par exemple la lecture de l'album, autrement dit le registre en blanc, posé sur les piédestaux des statues, dont vous avez un élément aussi en bas à droite, album qui donnait les événements et les décrets qui avaient été statués pour la ville de Pompéi. Sur le côté est du forum, sur sa droite, si l'on se réfère à l'image précédente, figurait en particulier établi dans la dernière période de cet espace, un temple en l'honneur de Vespasien, un de ces temples reliés au culte impérial institué par Auguste, le premier empereur à avoir mis au point cet honneur rendu à l'empereur. Un temple qui voit en particulier un autel sur lequel a été sculpté le sacrifice en l'honneur de l'empereur. Et le Macellum, dont je vous parlais tout à l'heure, en même temps lieu de vente de viande, mais aussi de poissons, a livré lui aussi, lieu de marché, des peintures dont nous allons reparler tout à l'heure, des peintures exceptionnelles. On entrait dans la ville par différentes portes percées à l'intérieur de ce rempart datant du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui va réserver un large espace au développement de la ville, à côté de ce qui était son origine sur le promontoire sur lequel va s'installer le forum. Des portes qui sont en lien, qui ont été nommées bien sûr après leur découverte, en lien avec des villes auxquelles elles menaient, en lien aussi et surtout à de riches nécropoles qui ont livré des mausolées différents, monuments funéraires qui sont encore et toujours à l'étude actuellement par différentes équipes d'archéologues, équipes internationales. Du côté du sud de la ville, une nécropole importante voit le jour à la porte de Nocera, village qui se situe bien plus loin sur cette route. Du côté ouest de la ville, un accès qui, lui, propose un aménagement autant piétonnier que un passage plus large pour les convois lourds en direction de la rive par cette porte dite précisément marine, la rive étant plus éloignée à l'époque de l'éruption du Vésuve que ce qu'elle avait été au préalable. Les bâtiments du spectacle n'ont pas été oubliés dans cette ville, dont un grand théâtre et un odéon, un théâtre couvert, dont l'inscription indique très clairement qu'il était couvert comme un odéon, genre de monument qui est relativement peu attesté dans le monde antique. Ces deux bâtiments, avec devant le théâtre lui-même, ce qui va devenir une palestre pour les gladiateurs dans les dernières périodes de vie de Pompéi, donc, bâtiments qui sont installés à proximité du forum, en contrebas de la colline originelle de la ville. Ils sont dus à des personnages dont on a connaissance grâce aux inscriptions qui ont été conservées, des personnages qui sont certainement liés au changement de la ville par Sylla lorsqu'elle devient colonie. Un certain Marcus Porcius en particulier va intervenir sur le théâtre et un autre personnage issu des grandes familles de Pompéi est là aussi en service pour l'édification de ces deux bâtiments, un certain Quintus Olconius Rufus, dont on a connaissance aussi par d'autres inscriptions autour du forum. Notre Marcus Porcius va être
aussi actif dans ce qui est encore aujourd'hui considéré comme le plus ancien amphithéâtre en dur connu dans le monde romain, euh, et cette fois-ci avec un autre collègue, un certain Valgus, amphithéâtre donc construit dans les années 80 avant Jésus-Christ, euh, et qui avait encore au XIXe siècle, lorsqu'il a été dégagé, ces peintures de podium, de cet anneau autour de l'arène même, de l'arène centrale, qui comportait des allusions directes à des jeux en amphithéâtre, avec représentation de gladiateurs, avec tout un décor qui a été extrêmement bien étudié par un collègue, Thomas Hofschmidt, qui a fait sa thèse autour de ce monument, et je vous en recommande la lecture. Mais ce qui fait véritablement connaître largement Pompéi, c'est toutes les maisons qui ont été dégagées, qui vont recevoir différents noms, maisons qui ont surtout permis pour la première fois d'enfin comprendre ce que les érudits connaissaient via le texte d'un grand architecte qui est Vitruve, architecte qui a œuvré à l'époque du premier empereur, d'Auguste, à l'époque d'Auguste, et qui donnait une définition de la maison romaine. C'est la découverte de Pompéi qui va enfin permettre de donner une succession tout à fait typique de la maison, que l'on ne va pas retrouver de manière systématique dans toute la ville, mais qui va nous permettre de comprendre cette maison qui offre tout d'abord une zone avec vestibule, un atrium, des pièces qui l'entourent, un tablinum, autrement dit un bureau, si l'on veut bien, où va s'installer le patron de la maison, qui lui-même va ouvrir sur la partie plus intime, mais qui est aussi extrêmement précieuse, qui est la partie du péristyle ou du portique, où l'on va retrouver, comme dans cette maison de Trébius-Valence, qui donne à nouveau sur cette rue de l'Abondance qui nous occupera tout à l'heure, un triclinium d'été, autrement dit une série de banquettes sur lesquelles on va s'installer pour le repas au milieu d'un jardin et de pièces adjacentes. La maison est telle qu'elle va aussi être surveillée par des chiens, avec cette célèbre mosaïque qui en donne l'impression pérenne, Cave canem, attention aux chiens, à l'entrée d'une maison qui, elle, a été très célèbre puisqu'elle a servi de modèle à la maison de film sur les derniers jours de Pompéi, la maison du poète tragique. De films et de romans, bien sûr. Ces maisons de Pompéi sont d'une importance telle qu'elles vont voir différentes restitutions être proposées dès leur découverte et surtout à partir du moment où les Français seront sur place. Quimper de Quincy, qui est le directeur ce qui sera plus tard l'école française de Rome, va recommander aux architectes d'aller se faire l'œil véritablement à Pompéi, et ils en feront toute une série de restitutions comme celle que vous avez sous les yeux, intégrant les peintures murales, et aussi bien au rez-de-chaussée qu'aux étages, qui ne sont pas nécessairement conservés d'ailleurs, s'inspirant donc de cette décoration extrêmement riche qui a été mise au jour, comme dans cette maison du centenaire. Les découvertes et les richesses de la ville sont telles qu'elles vont inciter plusieurs universités, plusieurs équipes archéologiques à intervenir à différents endroits, sous la direction de la surintendance, comme on l'appelait, autrement dit la direction archéologique du site, puis sous celle actuellement du parc archéologique de Pompéi, vont être incitées donc ces différentes équipes à s'occuper de différents secteurs de la ville antique, de différentes maisons, avec de nombreuses publications sur ces maisons,
que ce soit sur les décors peints, les décors sous forme de mosaïque, sur le mobilier. Des écoles vont véritablement se créer, l'école hollandaise, l'école française, les Italiens, les Allemands, les Anglais. La British School at Rome va être active sur place. Elle est actuellement dans une zone de nécropole à l'extérieur en bordure du rempart, tout comme les Français avec William van Andringa au sud de l'amphithéâtre. Et les Suisses vont être intégrés ponctuellement à ces différentes équipes, mais ce n'est que tardivement, autour des années 2000, que une équipe genevoise, sous la direction du professeur Jean-Paul Descoeudres, va pouvoir intervenir archéologiquement à Pompéi même. Elle va s'occuper d'une question particulière livrée par le terrain à proximité de cette porte marine dont je vous ai parlé, actuelle entrée principale sur le site de Pompéi. Question, alors je ne vais pas vous développer toute la problématique suscitée par les fouilles faites par l'équipe de Jean-Paul Descoeudres à la Porte Marine, mais ce qui m'intéresse ici, c'est que dans ces fouilles sont apparus de nombreux décors peints qui ont été étudiés par l'une de nos collègues au départ, Noémie Frézard, et une partie de l'équipe de Jean-Paul Descoeudres. La peinture murale trouvée à la Porta Marina se révèle extrêmement fragmentaire, a été en bonne partie étudiée, cataloguée par l'étudiante de Jean-Paul Descoeudres, Noémie Frézard, dès 2004. Mais le travail est tel qu'il va être aussi confié plus tard, entre 2009 et 2011, à une équipe lausannoise à l'université de Lausanne, sous ma direction, qui s'est spécialisée de longue date à l'étude des fragments de peinture murale, non pas ces décors conservés en place comme le montre Pompéi et la région alentour, mais des décors fragmentaires tels qu'on en trouve dans nos régions, en particulier à Avenches, dans les villas de Puy, villas d'Yvonand, à Genève comme à Nyon, comme à Martigny en particulier. Et cette spécialisation dans le domaine va permettre à plusieurs étudiants de Lausanne de s'initier à l'approche de cette peinture fragmentaire. Nettoyage, dessin, recherche de collage entre les fragments pour en comprendre le dessin antique. Et c'est cette recherche qui va en quelque sorte permettre, on le verra tout à l'heure, à l'équipe lausannoise d'intervenir à Pompéi de manière plus forte. Parmi les fragments trouvés à la Porta Marina, une diversité forte se révèle, révélant des peintures pour certaines à fond jaune, pour d'autres à fond blanc, pour d'autres à fond vert qui sont relativement peu attestés à ce jour, que ce soit à Pompéi ou ailleurs dans l'Empire romain, des fonds alors très peu représentant très peu d'éléments figurés, comme vous en avez un exemple tout à fait particulier ici au bas de la diapositive à droite, montrant certainement une scène mythologique où interviennent vraisemblablement des Troyens, où figurait sans doute dans le même tableau un pied particulier de divinité féminine ou de personnages plus grande nature ayant un pied de ce type. Un plafond avec un personnage tel qu'on en trouve souvent sur les plafonds, que vous avez ici sur le fond blanc, levant son bras au-dessus de sa tête. Un autre personnage plus difficile à voir, et c'est toute la difficulté de l'approche de ces fragments, c'est un personnage à fond blanc que vous voyez se détacher en haut de ces fonds verts,
Euh, je profite de cette diapositive pour vous dire aussi que pour pouvoir travailler sur ces peintures, il faut les étaler dans des bacs à sable. C'est une technique qui a été mise au point en particulier par une équipe française à laquelle nous collaborons de longue date, le Centre d'études des peintures murales romaines, initié par une grande dame de la peinture murale romaine qui est Alix Barbet. Et nous avons perpétué ce type de recherche pour comprendre les motifs qui apparaissaient. Parmi ces motifs, très ténus, comme ceux que nous avons vus tout à l'heure, se trouvent aussi des motifs d'une qualité telle qu'ils peuvent être mis directement en parallèle avec des peintures connues par ailleurs dans la zone campanienne, que ce soit à Stabie, que ce soit à Pompéi même, des peintures qu'on dit de deuxième style. Alors pourquoi évoquer cet élément-là maintenant? C'est que ces peintures ont été, comme je l'ai mentionné très rapidement tout à l'heure, particulièrement étudiées par un Allemand, August Mau, qui va passer plusieurs années de sa vie à l'époque de Giuseppe Fiorelli à comprendre les styles, la chronologie de ces différentes peintures. Il va établir 4 styles qu'on va appeler les styles pompéiens. C'est un petit peu difficile comme notion parce qu'elle est en même temps chronologique et en même temps artistique. Mais toujours est-il qu'un premier style imitant l'architecture se met véritablement en place entre 3e, 2e siècle et début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Lui succède un deuxième style, et vous en avez un exemple, deux exemples sous les yeux, un deuxième style qui se met en place entre 100 et 80 avant Jésus-Christ, et qui va évoluer, mûrir, se transformer jusque dans les années 20, avant Jésus-Christ, au début de l'Empire romain. Et c'est à ce style que se rattachent certains fragments trouvés à la Porta Mare. L'exemple le plus frappant de ce style se trouve à celle qui s'est appelée la Villa des Mystères, du nom d'une des peintures qui se développe dans l'une de ces pièces. Villa des Mystères qui se trouve à l'extérieur de Pompéi, du côté de la porte d'Herculanum au nord, qui appartenait certainement à une grande famille pompéienne et qui a révélé deux pièces en particulier qui ont conservé ce décor de deuxième style qui imite l'architecture, qui en donne, mais cette fois-ci non plus sous forme de relief, ce qui était le premier style, mais sous forme peinte, des impressions d'architecture, des personnages intervenants, grandeur nature, ou légèrement inférieurs à la grandeur nature, dans ces architectures. Chambre à coucher décorée de cette manière, et une pièce de type pièce de réception avec cette célèbre scène de mystère différemment interprétée qui a fait couler beaucoup d'encre, ce salon Écus où se retrouvent plusieurs personnages comme statufiés sur un fond de couleur rouge intense qui est un rouge cinabre, un rouge extrêmement cher, des personnages quasi grandeur nature, qui convergent vers une scène centrale où se trouve Bacchus, Dionysos, sur le giron d'une divinité, d'une femme dont on hésite à faire d'elle une Sélénée, la mère de Dionysos, ou son épouse Ariane. Des représentations dionysiaques, autrement dit liées au culte du vin, mais aussi au mariage qui se retrouve sur cette scène de la Villa des Mystères. Ce n'est malheureusement pas ce que nous allons trouver dans les peintures qui vont nous être confiées dans un deuxième temps, et j'en arrive à la partie qui concerne vraiment l'intervention lausannoise sur place à Pompéi. Pour bien préciser les choses, tout a commencé
par le transport du matériel qui nous avait été confié par Jean-Paul Descoeudres et qu'il s'agissait de remettre au parc archéologique de Pompéi. Ce transport est fait en 2017, matériel non seulement peint mais aussi de fouilles, qui est remis à l'équipe pompéienne et au professeur Massimo Ossana qui nous reçoit à ce moment-là. S'agissant de rendre du matériel à Pompéi, petite équipe est alors formée avec mon assistante Alexandra Spuller et un autre assistant de l'Institut de Lausanne, Nathanaël Caron, qui vont passer quelques jours sur place pour inventorier à nouveau et rendre un matériel tout à fait adaptable aux collections inventoriées à Pompéi dans le parc archéologique. Cette même année 2017, quelques jours vont être consacrés par Alexandra Spuller, un autre collaborateur, doctorant de l'Institut qui est de l'Institut de Lausanne, de l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité, qui est Nicolas Consiglio, qui mène une thèse numismatique en l'occurrence, mais qui s'intéresse particulièrement à la peinture murale, et va être le photographe du matériel de peinture murale de la Porta Marina. C'est l'occasion surtout aussi de discuter avec le directeur du parc archéologique, Massimo Ossana, et sa collaboratrice, Grete Stefani, qui s'occupe de la gestion des différents bâtiments et de la fouille de Pompéi, auquel on demande s'il est possible de travailler sur des enduits peints. Après discussion, un ensemble nous est rapporté comme étant un élément tout à fait intéressant à aborder du point de vue de l'étude fragmentaire. C'est un ensemble qui a été découvert dans cette rue de l'Abondance, à proximité de la rue de l'Abondance, à la fin des années 80, début des années 90, par un collègue, Antonio Varone, qui s'est spécialisé en particulier dans l'étude des graffitis de Pompéi, et qui fouille faite dans ce quartier qu'on appelle l'Insula des Chastes Amants, je vais y revenir tout à l'heure, qui livre toute une maison en bordure nord de la rue de l'Abondance, avec un grand nombre, effectivement, de fragments de peinture murale. C'est une petite équipe qui va aller sur place pour commencer à travailler sur ce côté fragmentaire. Ces peintures ont donc été découvertes dans cette insula au nord de la rue de l'Abondance, cette voie est-ouest qui aboutit au forum de la ville antique et qui avait été dégagée, des maisons, surtout les maisons sud, par Vincenzo Spinazzola dans les années 10-20, et puis en partie aussi par son successeur Amedeo Maiuri. Et donc c'est Antonio Varone qui va dégager l'insula en question, qui vient d'ailleurs d'être mise à disposition du public tout récemment, au début de cette année. Cette maison est aussi à une couleur particulière parce qu'elle se trouve en contrebas d'une zone qui n'a jamais été fouillée. Une zone qui a conservé la hauteur de sol telle qu'elle se trouvait à l'époque où les premières fouilles ont été entamées à Pompéi. Je profite de dire qu'ici, il y a peut-être les 3/5 de Pompéi qui ont été véritablement dégagés, et la zone en question est proche des 2/5 restants, réservés en quelque sorte dans la partie nord-ouest de la ville antique. Les fragments ont été réunis dans ce qu'on appelle une casina rustica, qui s'est révélé être notre lieu de travail, et ont été aussi réunis dans un dépôt à proximité de cette insula des Chastes Amants.
L'insula en question, peut-être que vous l'avez gardé en mémoire, se présente avec cette façade tout à fait particulière d'une série d'ouvertures donnant sur boutique, sur un grand four à pain qui va être installé dans la dernière période d'existence de la maison en question, avec un étage noble euh, qui a été restitué déjà à l'époque de Spinazzola, mais dont on ne connaissait pas tout l'aménagement arrière, bien sûr. Cette maison doit son nom à des peintures qui ont été trouvées dans la première partie de son aménagement. Là où intervient Antonio Varone, c'est la deuxième partie de cette maison qui va être appelée la maison des peintres au travail. Une insula des chastes amants qui doit, dans sa partie sud, son nom à une très grande pièce dans laquelle ont été trouvés des tableaux, des images peintes en peinture murale, bien sûr, montrant des scènes de banquets. Des scènes de banquet où se retrouvent précisément, et c'est l'une des deux scènes que vous avez sur votre gauche, des amants autour de la table qui vont donner leur nom à l'insula en question. Nous sommes donc dans une salle de réception qui fait partie d'un premier bloc de maison, là où se trouvait le four à pain et tout son aménagement à nouveau quasi industriel comme celui qu'on a vu tout à l'heure. C'est dans cet espace donc que se trouvait un triclinium, une grande salle de banquet très vraisemblablement, dont on montrait certaines scènes en quelque sorte sur les parois dans ces petits tableaux. C'est au nord de ce triclinium, de cette salle où figurent les chastes amants, que se trouve cette maison appelée des peintres au travail. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi une telle dénomination qui va nous permettre aussi de comprendre ce qu'est cette peinture murale. Mais avant cela, vont être dégagés par Antonio Varone et son équipe une maison qui montre un jardin intérieur qui a été reconstitué grâce aux traces au sol qui ont été dégagées, un portique entourant le jardin en question, avec ses colonnes remontées, restaurées, une pièce de petite dimension fermant du côté ouest l'espace en question, des pièces ouvrant sur l'espace, qui avaient conservé sur leurs parois une bonne partie de leur décoration peinte. Et le haut des parois, comme une partie des étages supérieurs qu'il faut certainement restituer à cet ensemble, ont été trouvés en gravat à l'intérieur de plusieurs pièces. Ce sont les éléments qui ont été réunis par l'équipe de Antonio Varone et réunis dans une maison appelée la Casina Rustica dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors quelle n'a pas été ma surprise, puis celle d'Alexandra Spuller et de l'équipe, de découvrir dans cette Casina Rustica reste vestige des périodes anciennes d'habitation sur la partie non fouillée de Pompéi, de découvrir donc dans cette maison des plateaux se succédant à travers l'espace de manière intense, réunissant une bonne partie, même pas tout, les fragments qui ont été prélevés dans la maison des peintres au travail. Des fragments qui vont être rangés par couleur, par motif particulier, et pour lesquels il va falloir, pour l'équipe lausannoise, déterminer la provenance éventuelle, comprendre les décors qu'ils signifient, et pour vous en donner une image encore plus importante, voici l'aménagement des deux étages qui ont été créés à l'intérieur de cette maison pour réunir les fragments en question. Deux étages qui montrent
vraiment un grand nombre de décors pour lesquels des recherches de collage telles que celles que nous avons pu mettre en place sur d'autres ensembles du côté suisse, par l'équipe lausannoise en particulier, se déterminent. Un montage qui rend les choses difficiles, puis je ne vous parle pas non plus de la chaleur qu'il peut faire dans un endroit comme celui-ci en plein mois d'août. Tout ce travail de disposition des fragments, de première reconnaissance des ensembles, a été mené par un collaborateur du parc archéologique de Pompéi, la surintendance comme elle s'appelait à l'époque où il travaillait, passé à la retraite en 2013, M. Renato Leonardo Miele, qui a établi une première documentation, mais qui a surtout fait de nombreuses recherches de collage, des nettoyages, et vous voyez l'état dans lequel les travaux ont été laissés par lui, qui, lors de sa retraite, n'a pas poursuivi ce travail qu'il a mené pratiquement depuis la fin des années 90. Se trouvait dans l'intérieur de la Casina Rustica quelques éléments, dont une photo qui était faite en hommage à Renato Miele par ses collaborateurs et qui nous avait fait croire dans un premier temps qu'il était décédé, ce qui n'est pas le cas. Nous espérons toujours pouvoir le voir sur place et lui montrer à quel point son travail avait été attentif de reconnaissance de fragments et d'ensembles. Premières observations sont faites autour de ces fragments. Premières observations en 2018 en particulier qui vont permettre de déplacer, certes, le moins possible les fragments dont nous devions nous occuper, pensant préserver le travail qui avait été mené par Renato Miele, complétant, comme vous le voyez en bas à gauche de la diapositive, l'un des motifs qui était étalé sur une des grandes tables de l'aménagement qui avait été fait dans la casina, commençant nous aussi à établir un inventaire qui n'avait pas été établi de manière stricte par Renato Miele, pas de numérotation en particulier, ni sinon des éléments mis ensemble par couleur, par motif. Ce premier travail va se poursuivre sur deux ensembles en particulier, dont vous avez l'illustration à nouveau sur cette diapositive. Un premier ensemble qui montre un décor à fond blanc avec un réseau, comme on l'appelle dans notre jargon de spécialiste de peinture murale, en particulier de mosaïque, un réseau de motifs qui s'organisent avec différentes représentations figurées, un cygne, un griffon, un oiseau de type moineau, qui se distribue sur la surface de ce fond blanc. À côté de cela, quelques éléments, il y en a peu, qui nous montrent des éléments d'architecture, de perspective, des éléments ornementaux liés à des guirlandes qui s'attachent en feston à des frises, un pan miniature qui prend place au-dessus d'une imitation d'architecture. Dans un deuxième ensemble, voire un troisième ensemble, les recherches de 2019 et celles que nous espérons poursuivre l'été prochain autour de ces fragments, qui nous permettront de mieux comprendre l'organisation d'un décor où l'on voit apparaître un masque, où l'on voit apparaître des petits fleurons en bordure d'un bandeau dans les teintes rose violacé, où l'on voit aussi un cheval ailé, un Pégase, s'inscrire à l'intérieur d'un disque limité par un cercle rouge, de même qu'un personnage ailé, un génie, qui figurait sur un fond blanc. S'ajoute à cela un cheval marin, à nouveau sur un fond blanc,
des motifs extrêmement fins, de petites guirlandes, de bordures comme des liserés, toujours sur fond blanc, des motifs de guirlandes, des motifs de bordures. Une bordure encore, est-ce un même décor, est-ce un autre décor? La question se posait alors, où l'on distingue des canards entre différents éléments végétaux en bordure, alors d'un autre élément qui est fortement représenté dans l'ensemble des peintures dont nous nous occupons, ce sont des éléments d'architecture en stuc coloré de ces couleurs traditionnelles des éléments architecturaux, colorés de rouge et de bleu, et qui montrent que ces fragments devaient faire partie, non pas d'une paroi dans sa partie basse ou inférieure, mais plutôt du haut de la paroi, voire d'un plafond. À côté de cela, tout en bas à droite de la diapositive, une représentation qui, elle, va nous faire réfléchir fortement à l'organisation des ensembles, la représentation d'une tête de saison, vraisemblablement la représentation de l'été. Pour comprendre d'où pouvaient bien provenir les différents fragments étudiés, étalés par Renato Miele dans la Casina Rustica, il s'agissait de voir dans la maison fouillée par Antonio Varrone d'où pouvaient bien provenir ces ensembles. Dès ce moment, il a été possible de nous rendre compte, en 2018 déjà, de l'organisation des espaces autour de ce jardin. C'est cette partie jaune que vous voyez sur le plan, jardin central autour duquel était disposé un portique à trois ailes entouré de différentes pièces. La plus grande pièce que vous avez sur la droite, à laquelle donnait accès une sorte de porche s'ouvrant sur le jardin, est la pièce qui précisément va donner son nom à la maison. Une pièce sans doute de type salle de réception, voire salle triclinaire, quoique la chose est encore en discussion, qui a conservé une partie de son sol, ses parois en élévation, pas tout à fait jusqu'au plafond, mais en élévation, et avec une particularité qui se dessine déjà sur sur la photographie de droite de la diapositive, le fait que les panneaux qui sont encore conservés in situ ne sont pas complets. Vous avez un élément grisâtre qui apparaît au centre d'un espace rouge. Vous avez des éléments brunâtres, beige, qui apparaissent au bas de la paroi. Le travail était en cours, d'où le nom qui va être donné à la maison. Nous avons affaire ici à une pièce qui était en cours d'élaboration par un atelier de peinture. Ce qui est un élément tout à fait exceptionnel, puisqu'il permet véritablement de voir comment fonctionne une peinture murale, comment est un atelier appliquant cette peinture murale dans un espace habité. Nous avons affaire à une peinture murale qui est en cours d'élaboration, une peinture murale à fresque, autrement dit qui va utiliser la réaction chimique provoquée par l'étalement de pigments sur un enduit frais, à fresco, qui va faire en sorte que cet enduit, sur la surface supérieure, va s'incruster sur la paroi elle-même. Et ce phénomène est ici parfaitement apparent aussi dans la technique qui a été appliquée, où nous voyons que sur les murs, des tracés préparatoires sont en cours pour pouvoir y appliquer plus tardivement, à fresco, les scènes mythologiques ou les éléments architecturaux particuliers que le peintre va élaborer. Vous voyez en particulier sur l'illustration du bas à gauche une espèce d'énorme
partie incurvée, un trou qui a été provoqué, avant que la fouille n'intervienne, euh, par un phénomène tout à fait particulier. Ce phénomène a eu lieu en septembre 1943. La ville de Pompéi a été bombardée et l'une de ces bombes est intervenue précisément dans ce secteur, comme la fouille l'a démontré, d'où cette grande cavité qui apparaît au sommet du mur de la paroi centrale. Ce qui aura une certaine conséquence dans la compréhension des fragments qui vont en être retirés. Cette paroi, ces parois de la pièce qui va donner son nom à la maison sont en cours de travail. Elles correspondent à, évidemment, la dernière phase picturale que l'on peut déterminer dans la ville de Pompéi. Cette dernière phase qui va être appelée quatrième style par August Mau, dont on a parlé tout à l'heure, ce chercheur allemand de la fin du XIXe siècle, une phase qu'il avait relativement peu étudiée et dont les études récentes, on a gardé cette appellation de quatrième style, montrent qu'elle s'est développée à partir de l'empereur Claude dans les années 40-50 après Jésus-Christ. Elle a pour caractéristique, alors vous en avez ici une des illustrations possibles sous forme de dessin, de jouer sur les effets de perspective, sur la profondeur que permet le jeu des architectures. Vous en avez un exemple tout à fait frappant, issu de la palestre du gymnase d'Herculanum, sur votre droite, avec une ouverture sur des architectures comme si on était au théâtre et qu'on voyait les architectures qui se développent à l'arrière jusqu'à cette couche de perspective dans un jeu typique de ce quatrième style qui, selon ce qu'a démontré Auguste Mau, joue sur la reprise à la fois de ce que l'on connaît au deuxième style, ce deuxième style de la Villa des Mystères qu'on a vu tout à l'heure, et un troisième style dont on a vu quelques exemples sous forme fragmentaire issus des fouilles de la Porta Marina, où l'on jouait sur l'extrême finesse des motifs, leur côté orfèvrerie qui va s'étaler sur les parois. Eh bien, c'est ce genre de peinture qui se fait jour dans la maison des peintres au travail et dans la pièce en question. Ce qui ne laissait aucun doute sur le fait qu'on avait affaire à une pièce qui était en cours d'élaboration au moment de l'éruption du Vésuve, c'est la découverte dans cet espace de toute une série de coupelles dans lesquelles se trouvaient les éléments de pigments qui ont servi à son élaboration. Vous avez sous les yeux les différentes coupelles dégagées qui sont conservées à Pompéi même, bien sûr, qui ont été étudiées par un collègue du laboratoire de minéralogie et de pétrographie de Fribourg, Abdallah Beharat, en collaboration avec le fouilleur Antonio Varone. Tous deux ont pu démontrer l'usage des différentes couleurs à fresque utilisées des différents pigments. Le rouge que vous avez ici est un rouge minéral, c'est de l'hématite ou de la terre d'ocre. Le bleu est un bleu très particulier puisque c'est un bleu de frite, un bleu qu'on dit égyptien qui nous vient donc de l'Égypte antique. Qui est un bleu qui est spécialement aménagé à proximité de Pompéi, à Pouzol, l'un des sites qui a été aussi qui a subi l'éruption, qui va être développé à travers tout l'empire, et c'est pratiquement le seul pigment bleu que l'on a pu déterminer sur les parois peintes de l'époque romaine, dans lequel interviennent silicates doubles de cuivre et de calcium qui donnent cette couleur bleue tout à fait particulière. Un rouge intense qui coûte très cher, qui n'est pas ici représenté, c'est le rouge de cinabre qui nous vient d'Espagne, donc de mercure, issu du mercure.
se trouve un jaune, qui est un jaune de Goethite, du nom de Goethe, donné par un chimiste ami de Goethe, Goethe qui était très sensible à la peinture, qui a d'ailleurs fait un traité autour d'un critique d'art d'époque antique, Philostrate, montrant justement tout l'intérêt qu'il avait non seulement à la fresque, mais aussi au pigment et à l'iconographie qu'elle détermine. Et vous voyez dans ces différents pots, bien du verre aussi, qui est un verre de euh, céladonite, des mines qui sont à Chypre en particulier, puis à Vérone, et différents blancs, dont Abdallah Beharat a pu démontrer qu'il y avait différents types de blancs, la diatomie, de la craie et d'autres blancs, tels qu'il faut, grâce à cette découverte, bien se rendre compte que les peintres avaient une connaissance extrêmement précise de la valeur des pigments qu'ils utilisaient pour des zones particulières sur la paroi. Le rouge, ce célèbre rouge dit pompéien précisément, qui est en fait un rouge d'ocre ou un rouge d'hématite, est utilisé dans certaines pièces de la Maison des peintres au travail. Une pièce qui devait être, elle, complètement achevée, à proximité au nord de la grande salle, et qui nous montre ce décor que l'on peut attribuer au quatrième style, avec imitation légère d'architecture et grandes zones de fond rouge sur lesquelles ces éléments architecturés et quelques éléments figurés vont prendre place, privilégiant au centre des tableaux qui vont prendre place comme si on avait affaire à une collection de tableaux. Dans une autre pièce que nous avons pu aussi aborder dès 2018, se révèle un fond blanc, laissant augurer la présence d'un plafond à fond blanc et d'éléments qui permettent sans doute de comprendre enfin d'où pouvaient provenir certains des éléments fragmentaires que nous étions en train d'étudier. Un décor qui à nouveau fait référence au décor simple par rapport à ce que nous avons vu dans la grande salle, mais quand même de qualité. Décor de quatrième style où l'on voit à la limite d'un plafond, des éléments de corniche en stuc, en relief, qui déterminent un léger élément en abside et ce qu'on appelle des plates-mentes, des éléments de plafond plats sur les bords de la pièce en question. Nous avons pu, grâce à cette découverte, faire déjà un premier constat. Dans les fragments que nous avions à disposition de la Casina Rustica, se trouvait un type de décor tout à fait similaire à ce que nous trouvions sur place dans la pièce de cette maison des peintres au travail. La pièce adjacente montrait quant à elle à nouveau un fond blanc avec ces éléments architecturés simplifiés qui ornent l'ensemble de sa paroi et se révélant sur le haut des murs l'organisation même que l'on pouvait voir de manière plus frappante dans la pièce précédente d'un système de voûtes dont on voit les trous de boulins, comme on les appelle, qui permettaient de soutenir l'organisation du plafond incurvé au centre et ses plates-bandes, ses parties droites sur le côté, du côté est et ouest de la pièce en question. Donc, des éléments qui étaient précieux pour nous pour retourner ensuite aux fragments de la Casina Rustica provenant de ces différents endroits. Et c'est de manière plus précise encore que ce constat s'est fait à l'aide d'un nouvel ensemble fragmentaire qui correspondait très exactement à l'observation de l'angle de la pièce que je viens de vous présenter, avec son plafond et ses éléments de plafond encore bien visibles. Dans le cercle vert que vous avez sur la droite, se trouve un élément de corniche en stuc qui permettait la transition entre les parois et le plafond lui-même, tout à fait similaire
à l'un des ensembles fragmentaires que nous avons à la Casina Rustica. Fort de ce constat, le retour aux fragments s'est fait de manière plus attentive encore. Il a permis en particulier de déterminer non pas un seul plafond, ce qui était l'idée que nous avions au départ. Nous étions, en fonction aussi de ce qui nous avait été dit pour la découverte et le dégagement de la grande pièce des peintres au travail dont je vous ai parlé, il nous avait été dit que l'ensemble des fragments pouvait bien provenir de cette seule pièce. L'étude non seulement des décors eux-mêmes, pour beaucoup à fond blanc certes, mais avec un support, la manière dont cette peinture était présentée de mortier, de support l'attachant aussi bien au mur qu'au plafond, nous a permis de dire que nous avions affaire, dans la plupart des fragments qui étaient à disposition, à non pas un plafond, mais sans doute deux, voire plusieurs plafonds. L'un d'entre eux, que nous n'avons pas encore pu restituer à son emplacement d'origine, s'est révélé être un plafond complexe dont vous avez une restitution sur la diapositive, montrant un cercle central entouré d'un élément quadrangulaire avec des éléments d'oiseaux sur les côtés, dans les angles, tous éléments qui ont été inventoriés, dessinés et qui nous permettront de restituer un ensemble tout à fait cohérent. C'est à cette cohérence que va être réservée une bonne partie du stage et du séjour que nous avons fait en 2019, cette fois-ci accompagné de plusieurs stagiaires, et non pas de 3, pour pouvoir aborder le travail en question. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est effectivement l'occasion pour les étudiants de l'Université de Lausanne de se spécialiser et de compléter leur formation dans le domaine de la recherche sur la peinture murale antique. Ils ont, pour ceux qui peuvent intervenir et qui vont être aussi invités à travailler cet été, nous l'espérons, la nécessité de suivre des travaux pratiques de peinture murale dans le cadre de l'Institut, dirigé par Alexandra Spuller et moi-même, qui les initie aussi bien à l'histoire de la peinture murale, dont traite mon collègue Yves Dubois, privat-docent à l'Université de Lausanne, et s'initier aussi par des stages aux aspects techniques, à la compréhension de cette approche fragmentaire dont l'Institut de Lausanne s'est fait une spécialité. Face à la meilleure compréhension que nécessitait cette découverte, ça arrive toujours ou souvent lors de recherches archéologiques, c'est à la fin de 2018 que nous nous sommes dit, mais nous n'avons pas affaire qu'à un décor, mais plusieurs décors. Donc il s'agissait en 2019 de mieux comprendre encore ces différents décors. Il s'agissait donc d'établir plus fortement encore la méthode que nous allions appliquer. Méthode qui va commencer par une détermination des différentes peintures, des différents ensembles que l'on peut reconnaître, différenciation qui va se faire autant par le traitement des surfaces que des couleurs utilisées, que du mortier, c'est-à-dire cette couche de sable, de gravier, mêlée de différents autres éléments, comme des peintures plus anciennes, des fragments de peinture plus anciennes, comme une roche particulière, des éléments volcaniques, différentes traces qui peuvent apparaître aussi au dos même des fragments, qui attestent ou non leur fixation sur un plafond. Donc, détermination des ensembles qui s'est révélée extrêmement bénéfique puisque nous sommes arrivés à la conclusion qu'il y avait au moins 5 à 6 décors appartenant aux fragments que nous étions en train de traiter. L'une des conséquences de ce travail de détermination
a été, malheureusement en un sens, mais il fallait passer par là, de procéder à une véritable tabula rasa par rapport à ce que nous avions fait et ce qu'avait fait en partie notre collègue Renato Miele. Euh, Renato Miele a travaillé, ce qui est compréhensible, mais difficile lorsqu'on reprend un tel travail, par tri des motifs, tri des couleurs. Laissons de côté, et ce qui est dommageable pour notre bonne compréhension des 5 à 6 décors déterminés, la provenance exacte des fragments. Ce qu'on peut comprendre, parce qu'effectivement, s'agissant de différentes peintures issues d'un même atelier, il était assez logique, dans un premier temps, de reconnaître plutôt les décors de cet atelier que la provenance même de leurs décors. C'est plutôt ces dernières années, d'autant plus que nous sommes sensibles au contexte duquel viennent les décors. Et cette reprise a été donc nécessaire et qui suit une méthode qui s'est mise au point, je vous ai parlé d'Alix Barbet tout à l'heure, mais qui est suivie aussi par nos collègues italiens, et nos collègues allemands comme nous-mêmes, qui s'appelle aujourd'hui la méthode toicographologique, terme tout à fait attesté, voulu, proposé par l'Académie française, autrement dit le nom de ceux qui étudient les peintures murales antiques, les toicographologues. Cette méthode nous a permis de réunir nos efforts autour de deux ensembles, deux décors de plafond, dont vous avez un des éléments qui apparaît déjà dans le bas de la diapositive. Le premier décor, qui a déjà apparu auparavant, s'est trouvé agrandi, amplifié grâce à l'application de cette méthode zoïcographologique qui veut en particulier que l'on utilise des bacs à sable pour pouvoir compenser les différences de niveau que présentent les différents fragments et qui nous a permis d'assurer l'existence d'une voûte telles qu'elles apparaissent sur les pièces que nous avons vues tout à l'heure. Nous n'avons pas encore pu déterminer de quelle voûte et donc de quelle pièce il s'agissait, mais une voûte qui nous présente un décor totalement inédit de ces plafonds à réseau, de ces systèmes à réseau, décors à réseau comme on les appelle, qui nous montrent donc en bordure, avec en bordure un bandeau rouge violacé, une succession de motifs animaliers, cygnes, griffons, oiseaux du type passereau, qui occupent la surface, non pas perpendiculairement au bord du plafond, mais comme le collage et les recherches de collage ont pu le démontrer, s'établissant obliquement à travers le plafond selon un système d'organisation de plafond qui est bien connu par ailleurs. Donc, un décor tout à fait exemplaire où alternent non seulement les animaux dans un sens, mais aussi les disques centraux qui permettent de relier les petites guirlandes, rubans intermédiaires, rubans torsadés intermédiaires, reliés à des disques soit bleus, soit rouges, une surface qu'il sera possible à terme de restituer dans toute son ampleur. Le deuxième décor sur lequel nous nous sommes arrêtés en 2019, qui a été un décor extrêmement délicat à réunir et à comprendre, nous a permis de restituer plus précisément la surface qui était apparue en 2018, dont vous reconnaissez peut-être le centre du dessin qui s'offre sur votre droite, avec ce cercle entouré d'un carré, à l'intérieur d'un polygone, avec oiseaux sur les équations dans les angles, un cercle qui était un centre qui était entouré de différents autres motifs, dont le génie ailé que l'on voyait de manière isolée tout à l'heure, qui se montre à côté d'une guirlande, qui elle fait partie de ces encadrements rectangulaires, quadrangulaires que vous avez en bordure de ce qu'il faut bien admettre comme étant un deuxième plafond, une deuxième voûte liée à l'organisation de ce décor plus élaboré que le précédent, vraisemblablement dû
à une autre main que le précédent. À force de persévérance, d'observations attentives, l'équipe a pu démontrer que ce n'était pas seulement ce premier élément quadrangulaire que l'on pouvait considérer comme faisant partie de cet ensemble, mais aussi des lunettes de voûte tout à fait équivalentes à celles que l'on a pu repérer dans la maison des peintres au travail, telles que vous les avez vues tout à l'heure, et ce que j'ai nommé des plates-bandes, c'est ces parties planes en bordure des éléments voûtés du plafond lui-même, qui révélaient des éléments de canard, des éléments marins, des animaux comme des cervidés, et ces bustes de saison qui devaient prendre place dans les angles du décor. Reste encore à mieux déterminer l'organisation précise de ce plafond. Reste en particulier tout un jeu de recherche de collage pour reconstituer petit à petit l'ensemble de cette surface qui, nous l'espérons, à terme, va pouvoir être replacée dans la maison des peintres au travail. Dans cette optique, et pour mieux assurer encore le contexte dans lequel pouvaient prendre place ces éléments, il était nécessaire à notre équipe de pouvoir se rendre compte de la documentation à disposition à partir des fouilles qui ont été faites dans les années 80-90, et la surintendance, le parc archéologique de Pompéi, nous a ouvert ses archives et permis de prendre en photo toute la documentation de fouilles qui a été élaborée à ce moment-là. Elle est en cours d'étude et nous espérons bien qu'elle va nous permettre de faciliter la restitution des ensembles à leurs pièces d'origine. Notre travail n'est pas du tout isolé, comme vous le montrent les deux illustrations suivantes, issues de reconstitutions qui ont été faites pour l'une d'elles à la Villa d'Oplontis, où a travaillé en particulier une équipe américaine sous la direction de John Clark, et d'autres personnes encore, de même que certains éléments ont été aussi restitués à leur plafond dans les thermes de Bailly, un autre site qui lui a perduré de manière plus importante en bordure du golfe de Naples. C'est à ce genre de plafond de restitution que nous réservons les fragments que nous sommes en train d'étudier, avec prise en considération de l'architecture dans laquelle il s'insère, comme c'est le cas sur ces deux exemples. À la documentation, aussi bien des contextes de fouilles que dans la recherche d'autres exemples proches de ce que révèlent les fragments, s'est ajouté un travail que nous avions pensé inutile dans un premier temps, mais qui se révèle extrêmement précieux pour pouvoir reconstituer des décors, toujours dans cette recherche doïcographologique, c'est le nettoyage, un nettoyage fin que nous faisons avec à l'aide, alors c'est un des derniers endroits dans la recherche en peinture murale où l'on utilise de la brosse à dents, mais où l'on utilise aussi le bistouri, des instruments de dentiste pour nettoyer les parties soit arrière, soit de côté des fragments de peinture et ainsi faciliter leur collage aux autres fragments qui permettent de reconstituer un ensemble. Après le nettoyage, suit la recherche de collage, précisément, une recherche de collage qui va tenir compte de tous les éléments à disposition, aussi bien du point de vue des parties latérales données par le mortier, mais surtout de la surface et du traitement de cette surface qui va présenter des stries de fond talogés par l'atelier de peinture, qui va présenter des tracés préparatoires faits à l'aide d'une pointe sèche, par exemple, qui va présenter des traits de couleur établis dans un sens particulier. Tous ces éléments
prises en compte, observées à la loupe si nécessaire pour mieux s'en rendre compte, vont être utilisées pour restituer un ensemble qui, bien sûr, ne dispose pas de modèle. Donc, tous ces éléments sont nécessaires à la compréhension d'un plafond reconstitué. Vous voyez ici, en bas à gauche, des fragments qui ont été recollés, comme nous appelons ce geste, mis ensemble et signalés par des traits de mine. Alors, pas d'inquiétude, ce sont des traits qui peuvent être facilement ôtés à l'eau sans laisser de traces, mais qui permettent de bien conserver, lorsqu'on se promène avec des fragments pour en retrouver d'autres éléments, de savoir qu'il y a déjà tel collage existant. Une fois ce travail fait, ce sont les bacs à sable qui sont mis en œuvre pour pouvoir faciliter la recherche de collage et la compréhension du motif, d'autant plus dans le cas qui nous occupe, puisque nous avons observé que la plupart des fragments des deux ensembles reconnus étaient issus d'éléments voûtés. Dernier point dans l'approche de cette peinture murale fragmentaire que nous pouvons développer à Pompéi tout particulièrement, c'est le relevé final pour la documentation, relevé graphique, que nous faisons à l'aide de nappes plastiques et de feutres à alcool indélébile, permettant de relever tous les détails des fragments qui ont été recollés ensemble. Cette nappe plastique va être ensuite réduite pour en tirer des mises au net qui vont, elles, à leur tour, être utilisées pour la restitution, la reconstitution dans certains cas, de l'ensemble peint. Ce travail se fait encore de cette manière plutôt qu'à l'aide de photographies et de dessins sur photographie, car il est déjà une première étape de compréhension des décors. Le dessinateur, la dessinatrice va relever des éléments que la photographie ne va pas nécessairement permettre de noter. Donc, un élément extrêmement important dans l'élaboration de la documentation qui va nous servir à reconstituer les ensembles peints. Alors, tous ces éléments se font en même temps qu'une nouvelle reconnaissance des espaces, une étude approfondie des peintures in situ de la Maison des Peintres au Travail. Cette maison que vous voyez dans la disposition qui est la sienne en 2019 et qui est celle qui est offerte maintenant au public, en tout cas pour une partie de l'ensemble, un projet de restitution de l'espace est en cours, auquel va profiter, une restitution qui va profiter à nos travaux. Bien évidemment, travaux qui nous ont permis aussi de reprendre toute la documentation attentive de chacune des maisons par des photographies, par une recherche aussi des dimensions de chacune des pièces qui vont nous être utiles pour les dessins de restitution que nous allons proposer une fois le travail achevé sur la restitution des décors de plafond qui sont à l'étude. Donc, toute une série d'aspects qu'il va falloir mettre ensemble aussi pour la reconnaissance de ces décors et éléments, alors non, à nouveau, non pas rares, puisque Pompéi en a déjà offert d'autres exemples, mais tout à fait pertinent, fort dans cette maison, c'est de savoir que la plupart des parois que nous avons à disposition sont dues à un atelier à l'œuvre en 79 après Jésus-Christ. La fin d'un stage est aussi l'occasion d'un bilan, bien évidemment, bilan qui montre qu'on a dû, d'une part, réaménager les espaces de travail, ce d'autant plus que l'été prochain, nous l'espérons à nouveau, ce sont une dizaine de stagiaires qui vont être sur place.
Autre bilan positif de cette expérience de 2019, c'est une visite détaillée de la Maison des Peintres au Travail, une récolte de données sur le terrain lui-même, et pour les étudiantes, un travail pratique sur 2 décors avec toutes les phases d'application du travail sur la peinture murale antique. Euh, il y a bien sûr une autre partie du travail que je ne vous présente pas ici et qui est en cours, c'est l'élaboration des restitutions sur ces nappes plastiques réduites dont je vous ai parlé. C'est bien sûr aussi le rapport d'études qui va bénéficier encore de la 3e année qui nous a été accordée par le parc archéologique pour travailler sur cet ensemble. Vous aurez vu à quel point cet ensemble était vaste, nécessitait une attention particulière, attention que nous pouvons donner pour l'instant sur 3 semaines, 4 semaines de travail, ce qui est bien peu face à cette masse de fragments de peinture murale, mais avec des résultats déjà extrêmement probants et qui nous assurent la confiance de la direction du parc archéologique de Pompéi, au point que une certaine publicité a été donnée à nos travaux l'année passée, aussi bien sur le collage que sur le type de travail, ce travail doïco-graphologique qui est le nôtre dans le cas de ce travail à Pompéi. Et ce travail doïco-graphologique aboutira à non seulement une restitution des éléments sur place, à l'aide de restaurateurs pompéiens, voire de nos collègues suisses, c'est une chose qui est en discussion, et à une publication approfondie de la maison en question. Une publication qui tiendra compte des différentes pièces de la maison, non seulement du portique lui-même, des pièces qui l'entourent, dont celle des peintres au travail précisément, mais aussi des annexes que l'on a pu commencer à observer l'année passée et dont nous avons pu considérer une partie des fragments qui en ont été prélevés et qui sont encore en attente avant une étude comme celle que nous avons menée jusqu'à aujourd'hui. Un espace extrêmement riche, fragmentaire, certes, mais avec une implication sur le travail, non seulement de la Maison des Peintres au Travail, de l'Insula des Chasses de Zaman, mais une implication qui aura certes des répercussions sur plusieurs des maisons qui sont étudiées actuellement à Pompéi par les différentes missions archéologiques internationales et italiennes. Notre travail s'inscrit dès lors dans cette réflexion menée depuis 1748 autour des différentes trouvailles de la ville de Pompéi, des autres villes et villets de la Campanie. Une réflexion qui laisse songeur face à la destruction par l'éruption du Vésuve de la ville elle-même, de sa conservation, des différentes difficultés qu'elle a rencontrées, dont un séisme extrêmement fort en 62-63 après Jésus-Christ, qui figure sur l'autel d'un personnage de type banquier, un certain Lucius Caecilius Iucundus, dont vous avez le portrait ici, qui... alors, est-ce qu'il a fait fortune avec ce tremblement de terre? Toujours est-il qu'il a mis sur l'autel à côté duquel il avait son coffre-fort des éléments représentant le tremblement de terre subi. Lui qui tenait un registre extrêmement précis des différentes finances auxquelles il avait affaire, un registre dans des tablettes, ces tablettes qui sont représentées sur des peintures comme cette célèbre peinture d'une jeune fille provenant de Stabie, cette jeune fille qu'on a appelée Sappho. Sappho, peut-être pas, d'autant plus avec cette coiffure tout à fait particulière du 1er siècle après Jésus-Christ, mais qui évoque, et c'est ce que nous espérons aussi démontrer par nos recherches extrêmement techniques, mais qui débouchent sur des compréhensions plus larges d'une peinture dont la poésie reflète encore certains soirs vécus à Pompéi.
au pied du Vésuve, qui figure sur cette peinture de Larère de chapelle domestique, qui rend hommage à la fertilité du sol pompéien, à la présence du dieu du vin et des jardins Dionysos. Au soir, il est vrai, à Pompéi, on ne peut s'empêcher de penser à ces vers de Nerval. Sais-tu pourquoi là-bas le volcan s'est rouvert? C'est qu'un jour nous l'avions touché d'un pied agile, et de sa poudre au loin l'horizon s'est couvert.